Seconde phase de la mise à jour du fichier électoral devant servir à l'organisation du scrutin présidentiel d'octobre 2025. La liste électorale provisoire connue le 17 mars prochain. Ce jour, elle va être affichée dans les 12 000 lieux de vote sur l'ensemble du territoire national. Cet affichage, selon l'institution électorale du pays, prend fin le 21 mars pour être suivi le lendemain 22 mars de l'ouverture du dépôt des réclamations. Appelé contentieux, cette étape permettra à tout intéressé de contester toute personne qui y serait indûment inscrite. Les preuves vont être fournies aux agents de l'opération par le ou les requérants, ce sur une période de 15 jours. À terme, va s'ouvrir le traitement des données recueillies qui verra retirer ceux qui ne méritent pas, selon les textes, de figurer sur la liste électorale, le maintien et ou l'ajout de ceux qui doivent y être. Cette étape va être suivie de la liste électorale définitive et la distribution des cartes d'électeurs. Phase qui va boucler les opérations de révision de la toute nouvelle liste électorale, laquelle va servir de base aux candidats pour leur dossier de parrainage, une des conditions de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Madame Niaba Ketty-Yolande, le 17 mars, c'est dans une semaine. Dans 7 jours exactement. Est-ce que tout est fin prêt pour cette nouvelle étape qui va s'ouvrir? Oui, M. Djarasouba, nous sommes prêts. Nous allons donc le 17 mars afficher la liste électorale provisoire. Nous sommes prêts et nous attendons les Ivoiriens, les électeurs, tous ceux qui se sont fait enrôler. Nous les invitons donc, au moment où nous allons procéder à cet affichage, à venir consulter la liste provisoire et éventuellement faire des réclamations, si besoin était. Voilà. On sait que dans le débat politique, les partis d'opposition notamment avaient des griefs contre le calendrier électoral, le processus électoral. Aujourd'hui, vous en êtes, vous, à l'affichage de la liste provisoire. On va entendre l'avis de nos invités ce soir, avant d'aller un peu plus loin dans le débat. Geoffroy Julien Kwao, comment vous réagissez à l'aube de cet affichage de la liste électorale provisoire? Oui, il faut dire qu'au regard du test constitutionnel et du code électoral particulièrement, la liste provisoire doit être affichée au plus tard 3 mois avant le scrutin. Et le scrutin, selon les dispositions pertinentes de la Constitution, aura lieu le dernier samedi du mois d'octobre, précisément le 25 samedi 25 octobre. Subséquemment, les 3 mois précédents de cette date débutent le 25 juillet. Et donc ici, la CEI est dans le délai. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que selon vous, la CEI est en train de mettre à mal l'état de droit. C'est quoi une élection? C'est un mode de désignation des gouvernants par les gouvernés dans une démocratie républicaine. Autrement dit, l'élection est consubstantielle, propre à la démocratie et à la République. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est d'abord et avant tout l'état de droit. L'état de droit consacre le primat de la loi. C'est-à-dire que et les gouvernants et les gouvernés sont soumis à la loi. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Le problème ici, c'est que l'article 6 du Code électoral impose à la Commission électorale l'organisation annuelle du recensement électoral. Or, depuis 2010, nous avons eu la CEI a, de façon volontaire, omis d'organiser le recensement à certaines périodes, par exemple en 2017, par exemple en 2019, par exemple en 2021. C'est-à-dire que la CEI ne respecte pas le code électoral. Et mieux, cette année, c'est presque une certitude que la CEI ne pourra pas organiser le recensement électoral de 2025. Pourquoi? Parce que l'argumentation avancée par la CEI, c'est que la loi ne lui fait pas obligation d'organiser les élections avant le recensement électoral, avant le scrutin du 25 octobre. Soit. Mais en même temps, que dit la Constitution, la norme des normes, que le premier tour du scrutin a lieu
le 25 octobre. Le deuxième tour, en cas de ballottage, aura lieu le dernier, c'est quoi on appelle, samedi du mois de novembre, soit le 28 novembre. Et lorsque le scrutin a lieu, le président de la République prête serment le deuxième lundi du mois de décembre, c'est-à-dire le 8 décembre. Et c'est en ce moment-là que, du strict point de vue du droit électoral, le scrutin prend fin. Alors, entre le 8 décembre et le 31 décembre, est-ce que, sauf à renoncer au bon sens, la CEI peut-elle organiser le recensement électoral? Le problème, c'est la mise en parenthèse de l'état de droit par la CEI. Madame Niabia Kiti, réaction? La commission électorale indépendante travaille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la base du code électoral. Et c'est ce code électoral que nous mettons en application actuellement. Et que dit le code pour la révision de la liste électorale? Nous faisons la révision et le code nous donne différentes étapes de cette révision. La première étape va consister en la collecte des données. Ensuite, après la collecte des données, le traitement de ces données va se faire pour donner lieu à la publication de la liste électorale provisoire. Laquelle liste électorale provisoire, une fois affichée, ouvre le contentieux de la liste électorale. Après ce contentieux de la liste électorale, qui a deux phases, une phase administrative et une phase judiciaire, la liste électorale définitive va être arrêtée et mise à la disposition dans le cadre des élections principalement, spécialement présidentielles, mise à la disposition de tous les candidats, puisque, comme vous le savez, les candidats à l'élection présidentielle doivent joindre à leur acte de candidature le nombre de parrainages requis. Donc, je suis surprise qu'on dise que nous sommes en train de violer les textes. Nous avons entamé une révision en 2024, n'est-ce pas? Laquelle révision, lequel chronogramme va jusqu'au mois de juin 2025. En quoi est-ce que nous ne respectons pas la loi? En quoi est-ce que la CEI ne respecte pas la loi? Vous avez cité l'article 6 qui nous oblige à faire une révision annuelle. OK. Nous avons commencé la révision de 2024 en octobre 2024 sur un chronogramme qui va jusqu'en juin 2024. L'année n'est pas encore terminée. Comment est-ce qu'on peut préjuger du fait que la commission électorale ne fera pas de révision pour l'année 2025? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, nous disons, nous avons entamé une procédure, une révision de la liste électorale de 2024. Nous allons finir ce processus et après quoi, nous ferons la révision de la liste électorale 2025. Et le code électoral donne entière compétence à la commission, compétence exclusive, si j'ose dire, à la commission électorale pour décider de la date à laquelle la révision de la liste électorale se fait. À ce stade où nous nous trouvons aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si la commission électorale est en train de violer l'article, les dispositions de l'article 6. Le problème que posent les partis politiques, c'est qu'ils souhaitent que cette révision 2025 se fasse avant les élections présidentielles, c'est-à-dire avant le 25 octobre. Là est le problème. Mais sinon, au stade d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en violation de l'article 6 au niveau de la commission électorale. Vous avez, les partis politiques ont émis des souhaits. Ils ont émis le souhait que la révision de 2025 se fasse avant le scrutin. Et c'est cela le point d'achoppement entre la commission électorale et les partis politiques. Non pas que la commission ne veuille pas faire droit
aux réclamations des partis politiques. Nous disons simplement qu'en l'état actuel des travaux qui sont en cours, il nous sera impossible de faire droit à leurs requêtes avant l'élection du 25. Ça, il n'y a aucune violation de texte à ce stade-là. Nous sommes en discussion. Nous ne sommes pas d'accord parce que vous exigez que nous fassions la révision avant le mois d'octobre. Mais le texte nous donne la latitude de choisir dans l'année 2025 la mise en route de la révision de la liste électorale. Et nous ne sommes pas encore en fin 2025 pour pouvoir décider ou juger du fait que la commission électorale aura violé les textes. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien. Bamba Alex Soleiman, comment vous réagissez? Oui, je pense que Madame la porte-parole adjointe de la CEI donne des éléments d'appréciation après que Julien Kouao a mis en exergue un certain nombre de préoccupations qui sont moins la sienne que celles de nombre d'Ivoiriens qui sont habités par les mêmes préoccupations. Il ne faut pas oublier, et cela est éminemment important, que la Côte d'Ivoire est à un tournant important, capital de son histoire. Et que la CEI, aujourd'hui, est, j'allais dire, la clé de voûte d'un dispositif à partir duquel tout peut continuer, ou alors d'éventuelles incompréhensions peuvent-elles amener pour des personnes qui n'en auraient pas eu ni le niveau, ni l'explication suffisante pour créer des confusions dans l'esprit. Pourquoi est-ce que je dis cela? La limpidité avec laquelle il exprime avec des arguments de droit. On ne va pas répéter ce qu'il a dit. Et la réponse que vous donnez, qui semble être une réponse à minima pour lui apporter la réplique en disant non, nous ne refusons pas, me laisse perplexe. Pourquoi est-ce que cela me laisse-t-il perplexe? Parce que tout simplement, j'ai le sentiment fort que dans l'imagerie collective, populaire, nombre d'Ivoiriens ignore tout et de son langage pertinent et la réponse que vous avez donnée. Pourquoi? Voyez-vous, nous sommes une société composite où il y a des 60 à 70% sont des primo-votants, ceux qui vont voter demain. Et la palette d'âge, à partir de 17-18 ans, est très peu au fait de ces réalités sociologiques dans ce pays, a fortiori politique. Et que, par ailleurs, pour ne pas dire en sus, les parties prenantes à ces joutes à venir sont à couteau tiré et ne s'entendent pas sur non seulement le calendrier, mais la procédure elle-même. Ce qui complexifie davantage la compréhension. Est-ce que les jeunes gens qui à partir de 18 ans vont voter pour la première fois, sont-ils suffisamment outillés? Ont-ils compris la quintessence de la loi? Mon ami frère, tel qu'il excipe des arguments de droit à des articles précis, je ne crois pas que ces jeunes puissent être, j'allais dire, au niveau d'apprécier la pertinence de ces arguments. Et que, à contrario, ce que vous dites pour l'ouverture me donne à penser que l'information n'est pas suffisamment faite pour précéder l'action. Et pourtant, ce ne sont ni les moyens, ni les hommes qui manquent à la CEI. Pourquoi ne donne-t-on pas suffisamment à temps et bien avant l'information, la nouvelle, pour qu'elle imprègne les esprits, et que les esprits, en étant imprégnés, puissent débattre, plutôt que de laisser un certain flou artistique. J'y reviendrai. Alors, je vais peut-être reprendre Monsieur Bamba sur ce point. Ce n'est pas juste de dire que la commission électorale laisse les citoyens dans le flou. Dès le mois de juillet 2024, la commission électorale a sillonné l'ensemble du territoire national. Nous sommes 18 superviseurs et 17 d'entre nous, donc à l'exclusion du président de la commission électorale indépendante, les 17 commissaires que nous sommes se sont vus attribuer des zones, des régions.
donc, nous sommes tous les 17 commissaires de la commission électorale indépendante. Nous avons sillonné au mois de juillet toutes les régions pour déjà annoncer, alors même que les partis politiques nous avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord sur la date qui leur était proposée pour démarrer la révision de la liste électorale et que nous avons adhéré à cela, cela ne nous a pas empêchés de nous rendre dans les différents villages avec l'assistance du corps préfectoral, puisque c'est eux qui étaient chargés de convoquer les auditeurs à qui nous venions passer cette information, M. Bamba. Et habituellement, c'est ce que la commission fait. Avant chaque activité, nous prenons soin d'aller vers les populations pour leur expliquer. Et je vous dis comment ça se passe dans le détail. Nous demandons au préfet de région d'inviter toutes les parties prenantes des populations des régions concernées. Les chefs traditionnels, les représentants des partis politiques locaux, la presse locale, les associations de jeunes locales, les associations de femmes, tout le corps, en fait, tout le corps social de ces régions est invité pour des campagnes de sensibilisation. Et non, nous l'avons fait en juillet, pour annoncer déjà aux populations que 3 mois plus tard, puisqu'on était d'accord que la révision commencerait au mois d'octobre, nous sommes allés au mois de juillet prévenir les populations, et surtout les jeunes, que la révision allait démarrer au mois d'octobre. Nous n'avions pas, même à l'époque encore, de décret signé. Mais nous avions fait des propositions et nous attendions la signature du décret. Cela ne nous a pas empêchés d'aller faire cette sensibilisation en disant la date probable sera le 19 octobre. Mieux, nous sommes après cette séance de sensibilisation du mois de juillet, nous sommes retournés avant le démarrage de la révision au mois d'octobre. Nous sommes retournés encore vers ces mêmes populations pour les sensibiliser encore sur ce qu'est la révision de la liste électorale, quelles sont les différentes étapes de cette révision électorale. Donc, bilan des courses, vous estimez qu'il y a eu suffisamment de proximité et de communication? À côté de cela, il y a tous les spots publicitaires sur les médias, sur les télés que nous avons faits. Et nous avons associé à ces sensibilisations les ONG avec qui nous avons l'habitude de travailler. Et même les partis politiques, puisque nous échangeons avec eux, ont été associés à cela, puisque eux aussi avaient le devoir de sensibiliser la population. Il y a un sujet qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui. Au regard de l'évolution de l'actualité concernant cette question de calendrier électoral, on a entendu dire que les partis politiques étaient informés de ce calendrier électoral, ils étaient même d'accord. Et finalement, il y a eu des voix qui se sont élevées dans les partis politiques de l'opposition notamment pour réclamer une RLE avant le scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? J'ai envie de poser la question à Fabrice Lago, par exemple, qui est membre du PPACI. Merci, monsieur Diarra-Souba. Je pense que je voudrais faire remarquer qu'il y a 3 sous-thèmes de ce débat. En tout cas, le PPACI aurait aimé se faire représenter par 3 personnes différentes en fonction des thèmes. Cela ne nous a pas été accordé, mais on ne posera pas de préalable. Non, je vais proposer au parti, mais on ne posera pas de préalable et on ne quittera pas le plateau non plus. Ceci étant, je voudrais dire que c'est ici que j'apprends que mon parti aurait été contacté pour arrêter un calendrier quelconque de la liste électorale. Nous n'avons jamais discuté de cette question avec la CEI. Ce que je voudrais faire remarquer, au-delà de ça, c'est la manière cavalière avec laquelle la commission électorale conduit le processus. Vous aimez les faits. Quels sont les faits qui fondent votre observation de manière cavalière? En 2021 et en 2023, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. C'est factuel. Et pourtant, on peut constater que les budgets qui s'élevaient à plusieurs dizaines de milliards ont été marqués comme exécutés. Alors, nous posons la question depuis à la CEI de nous expliquer à quoi a servi ces fonds,
qui devait permettre de faire la révision électorale pour ces 2 années, ne serait-ce que pour ces 2 années. Nous avons écouté M. Alain Dogou, qui est vice-président de la CEI, sur une autre chaîne de télévision. Il nous a renvoyé au trésorier et au comptable de la CEI. Donc, peut-être que, comme la porte-parole est là, elle peut donner son numéro pour qu'on le contacte. Mais je pense que... Pas un Mondovision, quand même. Peut-être, parce que... Non, mais c'est de l'argent des Ivoiriens. Je rappelle que c'est de l'argent des Ivoiriens, ce n'est pas l'argent des partis politiques. Parce que quand j'écoute Mme Ketti parler, tout le temps, c'est les partis politiques. Madame, les partis politiques sont des associations privées. C'est de l'argent du contribuable. Donc, vous devez rendre compte, non pas aux partis politiques, mais aux Ivoiriens. Donc, toutes les fois que vous citez les partis politiques, on a l'impression que cela vous exempte du respect de la loi. Mais non, madame, vous êtes redevable vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire qui vous a mis en mission. Et c'est ce peuple-là qui constate que, ne serait-ce que pour ces 2 années que je viens de citer, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Mais plus grave, face à la démonstration de M. Kouao, vous laissez entendre qu'il pourrait avoir une révision en 2025, suggérant ou bien affirmant que la loi ne fixe pas la période de l'année au cours de laquelle cette révision doit se faire. Supposons que ce soit vrai. Est-ce que vous, aujourd'hui, Mme Ketti, vous êtes prête à vous engager devant les Ivoiriens qui vous tiendront personnellement pour responsable sur le fait qu'en 2025, nous aurons une révision de la liste électorale? Parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, oui, effectivement, vous avez reconnu que la loi vous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais vous avez admis que la loi ne précise pas la période. M. Kouao a avancé un calendrier qui, selon lui, rend inopérationnel la tenue d'une révision de la liste électorale. Vous nous dites que non, il y aura sûrement une révision. Parce que, madame, vous jouez, excusez-moi, mais vous vous posez dans la place des politiques parce que vous jouez avec les mots. Vous nous dites, on a commencé la révision en 2024, étant donné qu'elle se poursuit en 2025, ça pourrait laisser penser que non, la révision de 2024 qui se poursuit en 2025, selon l'article 6, serait une révision de 2025. Madame, je suis désolé, parce qu'un Ivoirien qui n'a pas pu se faire enrôler en 2024, il ne pourra pas le faire lors de cette période de contentieux qui va s'ouvrir. Un Ivoirien qui a été affecté dans une autre zone que celle dans laquelle il habitait, il ne pourra pas changer de lieu de vote. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ivoirien qui a changé de lieu d'habitation ne pourra pas changer de lieu de vote. Donc, madame, la poursuite, le contentieux ne saurait être une révision de la liste électorale. Il ne faut pas jouer avec les mots. Et pour conclure, et c'est sur ça que je vais terminer. Allez-y, allez-y. Je pense, M. Ali, qu'il faut que la CEI, pour une fois, soit sérieuse. Nous sommes dans un processus sérieux. Il y va de la stabilité des Ivoiriens. Il y va de la vie. Il y va de la vitalité de la démocratie que nous essayons de construire. Mais nous constatons que la CEI, qui devait être un partenaire de tous les acteurs participant au processus, se conduit de manière cavalière, en dépit du fait que tous les partis significatifs de l'opposition lui font comprendre qu'une non-révision de la liste électorale en 2025 serait chaotique pour le processus et ne respecterait pas le code électoral. La CEI s'entête contre le processus et de concert avec le pouvoir. Et je vais terminer même sur la forme. Regardez la manière dont on nous a informés de la période d'affichage de la liste électorale. Dans un communiqué qui présentait des excuses suite à une émission manquée. Et dans un paragraphe lapidaire, quelque part dans ce communiqué-là, on nous informe que la révision débuterait le 17. Je pense que même dans la forme, c'est un mépris du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous, au PPACI, nous disons que la CEI elle-même et tous les acteurs qui la composent engagent leurs responsabilités vis-à-vis des Ivoiriens quant aux conséquences qui pourraient advenir de leur volonté manifeste de ne pas respecter et le code électoral et le peuple de Côte d'Ivoire. Madame Niaba, vous venez d'entendre les récriminations des représentants d'un des partis politiques de l'opposition. Réaction, allez-y. Alors, déjà, M. Lago a parlé de plusieurs choses en même temps, hein, pas forcément sur le même sujet. Je vais essayer de prendre ça point par point. Allez-y. Vous nous dites tout de suite que j'aurais dit que la révision que nous avons entamée en 2024 est une révision de 2025. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous avons commencé la révision en 2024 et que le chronogramme se déroule sur 2025 également. Je n'ai jamais dit ici sur ce plateau que les opérations de contentieux et les autres opérations qui vont suivre
sont des opérations de la révision de la liste électorale de 2025. Je ne l'ai jamais dit. J'ai précisé qu'il s'agissait d'un chronogramme et que la révision comportait plusieurs étapes. Mon propos, à l'entame de mon propos, c'est bien pour ça que j'ai donné les différentes étapes de la révision de la liste électorale. Parce que la liste électorale, effectivement, la révision de la liste électorale ne se limite pas à la collecte des données. J'ai déroulé le programme. En aucun cas, je n'ai dit qu'il s'agissait d'une révision de 2025. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites que la commission électorale a, de façon lapidaire, informé les Ivoiriens qu'elle ne respecte pas de la tenue de l'affichage de la liste provisoire. Mais, Monsieur Lago, excusez-moi, à l'heure où je vous parle, les 17 commissaires sont à travers toutes les régions. Toutes les régions, je dis bien toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ils ont d'abord procédé, la semaine dernière, à la formation des commissaires locaux sur ce que c'est que le contentieux de la liste électorale. Et ils commencent dès demain à la sensibilisation de toutes les populations. Nous ne nous sommes pas contentés d'une déclaration sur les antennes. Non, mes collègues, normalement, ce soir, j'aurais dû être, moi, dans ma zone de supervision. Gagnois, j'ai 5 départements. Gagnois, Oumé, Divo, Lakota, Guitry. Je devais y être et je suis sur ce plateau pour porter encore l'information. Et je partirai cette nuit même, après l'émission, pour pouvoir, dès demain, commencer ma première journée de sensibilisation. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois que nous entamons une phase de nos activités, nous avons jugé nécessaire d'informer la population. Et là, à partir de demain, vous allez voir, puisque la presse locale est conviée, vous allez voir la commission électorale en train de sensibiliser toute la population sur ce qu'est l'affichage. Nous allons annoncer donc, redire la date d'affichage et nous allons, mieux que ça, leur expliquer ce qu'est le contentieux, en quoi il consiste. Madame Niaba, voilà. J'ai entendu un mot qui a été prononcé à 2 ou 3 reprises par M. Lago. Il a dit « vous organisez les activités de façon cavalière ». C'est à croire que l'opposition ne se sent pas forcément associée à vos initiatives. C'est peut-être quelque chose qu'on reproche à la commission. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. J'ai dit que le calendrier que nous sommes en train de dérouler actuellement, c'est de commun accord avec les partis politiques que nous l'avons arrêté. Au mois de juillet, quand on a proposé le démarrage de la révision, ils ont invoqué le fait qu'au mois de juillet, c'était la saison des pluies et que les jeunes étaient en vacances. C'est, comme on dit, c'est un partenariat que nous avons. Je ne sais pas pourquoi les partis, vous voulez à tout prix que nous soyons en guerre, la commission électorale avec les partis politiques. Non, parce que ce n'est pas parce que sur certains points, nous ne sommes pas d'accord que nous devenons des adversaires. Il faut que définitivement, vous enlevez ça de la tête. Quand il s'est agi de faire cette révision, on a approché tous les partis politiques, tous, y compris le PPACI, pour dérouler le programme aujourd'hui que nous sommes en train de dérouler. Et c'est sur cette proposition des partis que nous avons repoussé le mois de juillet au mois de septembre. Au mois de septembre, ils nous ont dit non, c'est la rentrée scolaire, les gens ont d'autres préoccupations que de faire la révision de la liste électorale. Est-ce qu'on met ça au mois d'octobre? Et nous avons remis ça au mois d'octobre, avec l'accord des partis, parce que nous étions prêts pour faire la révision au mois de juillet. Donc quand vous affirmez sur ce plateau ici que le PPACI n'était pas convié, n'était pas partie prenante à cela,
Je suis bien étonnée. Je confirme que le PPACI n'a jamais donné son accord pour le calendrier que Fabrice Lagon, on la laisse terminer et puis après vous allez réagir. Alors, on va faire les choses simples. Il estime que son parti n'était pas associé. Vous estimez que le PPACI, comme les autres partis, étaient associés. Je n'estime pas, j'affirme. Oui, d'accord, vous affirmez que toutes les parties prenantes étaient associées à ces rencontres-là. Peut-être que dans l'évolution du débat, il faudra présenter des preuves qui prouvent que, effectivement, ce sont des réunions, des décisions qui ont été prises de commun accord. Exactement. Très bien. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Bamba Alex Suleiman. Le temps pour moi de faire réagir professeur Nobou et Landry Couillot qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore prononcés. Professeur Nobou, c'est à vous. Merci Ali. Je ne suis pas perplexe comme l'aîné Bamba Alex, mais je suis un peu inquiet. Voyez-vous, dans ce pays, nous avons aujourd'hui le 6e président d'une commission électorale. Depuis M. Honoré Guier, nous sommes au 6e président. Et généralement, les problèmes qui se sont posés dans ce pays lors des élections viennent de façon naturelle de la CEI. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit de façon naturelle, mais en majorité de la CEI. Et aujourd'hui, les partis politiques demandent une révision de la liste électorale. Qu'est-ce que ça coûte de faire une révision pour éviter ce que nous avons connu dans ce pays depuis des années? Qu'est-ce que ça coûte? Et puis, en même temps, je pose une question. La révision de la liste électorale, est-ce que c'est une révision sous forme d'année académique qui part d'octobre 2024 à juin 2025, pendant que la formation ou l'indication du budget est pour une année civile. Donc ça pose un problème pour moi. Et je me demande quel est l'objectif de la révision d'une liste électorale. Si tant est que une liste électorale, la fin du concept, c'est liste électorale, donc il y a élection à la fin. Et que l'élection va avoir lieu en octobre, pourquoi ne pas s'entendre avec ces partis politiques, même le peuple de Côte d'Ivoire, et puis faire cette révision, plutôt que d'être dans une guéguerre, CEI, partis politiques, et à la fin, nous ne pourrons pas nous en sortir. Pourquoi ne pas faire cette révision? Attention, il ne faudrait pas ouvrir encore cette boîte de Pandore. Nous sommes en train d'y aller progressivement, parce qu'on est en train de... on ne tient pas compte de ce que l'autre dit. La CEI invoque... La représentante a dit que le code électoral... Ils ont compétence entière, une entière compétence pour choisir la date. C'est-à-dire l'État vous donne une patate chaude et on vous demande de faire ce que vous devez faire. Et si vous ne le faites pas de façon... j'emploierai... Avisé. De façon avisée, et j'emploierai même le concept du PPACI. Si on vous envoie, sachez vous envoyer vous-même aussi. Parce qu'à la fin, c'est à vous qu'on va demander des comptes. Et c'est marqué commission électorale indépendante. Ça veut dire qu'on va vous demander, est-ce que vous avez fait ce que vous devez faire parce que vous étiez indépendant, vous avez joui de tous les privilèges et de tous les pouvoirs pour faire ce travail que vous avez à faire. Surtout que le président de la CEI et les membres qui y sont, certainement qu'on va revenir là-dessus, c'est des personnes, il y a un article qui dit qu'il faut une personnalité connue pour sa probité, sa respectabilité, son impartialité. Mais je ne vois pas comment on peut arriver à un couac après tout ce qui est dit. C'est la même chose que nous voulons. Comment faire des élections libres, transparentes, sans qu'il n'y ait des têtes qu'on va prendre pour jouer au football? Merci. Très bien. Alors, je vais faire intervenir Landry Couillot et puis... Landry, allez-y. D'accord. Alors, au risque de me répéter sur ce plateau... Aujourd'hui est un autre jour, allez-y. Oui, parce qu'à la limite, on tourne autour du pot, le véritable problème n'est pas traité. C'est quoi le véritable problème selon vous? Le problème, c'est le texte. Et je crois que madame, à une des émissions ici, a évoqué le fameux article 6 qui, dans sa mise en œuvre, pose problème. Soit parce que le texte n'est pas bon, soit parce que le mécanisme de révision de la liste électorale ne concorde pas avec la formulation du texte. C'est aussi simple que ça. C'est rien d'autre. On a donc une institution en charge d'organiser les élections qui doit pouvoir travailler dans un cadre législatif qui lui-même n'est pas en concordance avec la mise en œuvre du texte. Comment peut-elle s'en sortir? C'est tout à fait naturel
qu'on est à ces couacs-là. Et madame elle-même, à l'occasion, avait évoqué que lorsque le président Cubière prenait fonction, avait commencé à travailler sur une proposition d'amélioration du texte. Donc, travaillons sur le véritable problème, la véritable cause, plutôt que sur les effets. Et c'est un beau jeu pour les partis politiques de pouvoir saisir la loi de la manière la plus carrée possible afin de pouvoir contraindre et construire son argumentaire. L'opposition n'a pas tort d'agir ainsi que de dire c'est annuel, donc il faut le faire. Mais quand on regarde en profondeur, c'est le texte lui-même et dans sa mise en œuvre qui pose problème. Donc ayons le courage d'ouvrir le débat législatif quant à examiner la loi et sa mise en œuvre en vue de la mettre en harmonie. Si c'est chaque 2 ans, faisons chaque 2 ans, mais ma foi, on peut le faire de manière annuelle, sauf qu'il faut changer le processus de mise à jour de la liste électorale, soit de manière mécanique, mais ce qui impose qu'au niveau de l'état civil, on puisse avoir un processus d'accélération pour le sécuriser. Mais tout ça est de la responsabilité de l'État et du gouvernement de veiller à ce que, in fine, parce que la base, c'est l'état civil, qu'in fine, nous ayons donc des listes électorales qui ne souffrent d'aucune équivoque ou d'aucune contestation. Donc pour moi, on peut faire l'économie de pas mal de démonstrations quand on aura donc à ouvrir les travaux législatifs concernant la loi électorale et l'organe qui est chargé de son application. Sinon, pour l'heure, c'est en fonction de ce qui est et qui comporte des anomalies que l'institution essaie tant bien que mal de pouvoir tenir ses engagements. Très bien. Madame... Alors, ce que je veux dire déjà, pour peut-être rassurer nos interlocuteurs en fait, de la CEI en face, c'est vrai que le texte comporte des limites à l'application. Nous allons en parler. Mais c'est surtout vrai que la Commission n'a aucun intérêt à brimer les Ivoiriens et refuser de faire la révision de la liste électorale en 2025. Ce qui se passe, c'est que, prenons les choses de façon calme et raisonnée. La Commission électorale, après les élections de 2020 et l'élection présidentielle de 2020 et l'élection législative de 2021, a fait un bilan. Après, au cours de ce bilan, nous avons relevé un certain nombre de choses à corriger. De choses à corriger qui ont été relevées par nous-mêmes sur le terrain, de choses à corriger qui ont été relevées par les observateurs et relevées aussi par les partis politiques, qui, je dis encore une fois, sont nos partenaires. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un atelier, 2 ateliers, un en 2021 et un autre en 2022. Ces ateliers avaient pour but de s'asseoir. Tous les partis politiques, 21 partis politiques, ont participé à cet atelier. L'administration concernée par les élections était représentée. Les ONG, les organisations de la société civile aussi étaient conviées. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine étaient conviées aussi. Donc toutes les parties prenantes, intéressées de loin ou de près à la question électorale en Côte d'Ivoire. Le but, c'était quoi? C'était justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020-2021, corriger ce qui n'a pas été et trouver un consensus sur la façon de conduire les choses désormais. À cet atelier, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites parce qu'il avait été expliqué par la commission électorale d'une façon pratique, pragmatique, la difficulté à pouvoir faire une élection tous les 2 ans, tous les ans. Et c'est vrai que les budgets sont disponibles, mais une chose est d'avoir les budgets disponibles et une autre en est de pouvoir de façon pratique, sur le terrain, faire cette révision de la liste électorale. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez y aller en même temps. Hein? Oui, j'expliquerai. Donc, nous sommes arrivés à un accord sur le principe que la commission électorale ne ferait la révision que tous les 2 ans. Il y a même eu une recommandation. J'ai les documents ici que je vais vous laisser si vous voulez, parce qu'il y a le rapport
de cet atelier, de ces deux ateliers, signés par les représentants de tous les partis, les 21 partis qui étaient à cet atelier, qui étaient d'accord sur le principe, premier principe, pas de révision annuelle. Et il a même été proposé de préparer un texte à soumettre au gouvernement dans le sens de modifier la loi, puisqu'il s'agit d'une loi, pour que la révision se fasse tous les 2 ans. Cette décision, tous les partis présents y ont adhéré. Date de quand, s'il vous plaît? Ce n'est pas... Je vais vous donner les documents. Juste la date. Non, des ateliers. Voilà les rapports des ateliers. Le premier a eu lieu à Yamoussoukro, du 23 au 24 juin. Je peux vous donner lecture de tous les partis de 2021. Je vous ai dit, le PPAC n'était pas la CEI. Pardon? Le PPAC n'était pas tous la les partis présents étaient... voilà, oui, les 21 partis, le PPAC n'était pas, effectivement. Il y avait... Fabrice, on la laisse terminer. Ça ne vous engage pas. Oui. Par contre, un atelier a été fait, un autre atelier en 2023, sur le même sujet. Sur le même sujet, vous n'étiez pas là? Non plus. Non plus. PPACI, M. Crisois Olivier. Et cet atelier... À quelle date? Je vais vous donner la date tout de suite. Du 21 au 23 septembre 2002, au Golden Palace... 2022, vous voulez dire? 2022, pardon, au Golden Palace de Grand Bassam. Et ce que vous dites, parce que je veux qu'on soit clair, le document que vous tenez en main, qui est la résultante de l'atelier, dit que tous les participants à cet atelier sont d'accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. C'est ce que vous me dites? C'est ça. Le document que vous tenez en main, signé par M. Crisois. C'est bien ça? Oui, parce qu'il faut savoir que le document que nous tenons de 2022 fait suite à la réunion qui a eu lieu du 23 au 24 juin 2021. Vous n'y étiez pas, certes, en 2021, mais vous étiez en 2022. Et le document de la réunion de 2022 a repris les recommandations de l'atelier de 2021. D'accord. Donc, finissez et puis on pourra répondre. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette décision a été prise par toutes les parties prenantes avec documents à l'appui que je peux vous laisser avec la liste des organes ayant participé. D'accord. Ensuite, ce n'était pas tout. Allez-y, allez-y. À cet atelier, il y avait une préoccupation aussi des partis politiques qui était concernant le parrainage. En 2020, quand nous avons fait les élections pour le parrainage, la CEI avait donné 45 jours aux partis politiques pour collecter les parrainages. À ces ateliers dont je parle, les partis politiques ont trouvé que le délai était trop court. Et ils ont souhaité un délai de 3 à 6 mois pour pouvoir faire recueillir le parrainage. Parce que n'oublions pas que 2020, c'était la première mise en œuvre du système de parrainage. La première expérience. Ouais. La première expérience. Et tout le monde y était parti un peu à l'aveugle. Et c'est à la pratique, justement, que quand on voit comment les choses se sont passées, on cherche à les améliorer. Nous étions donc tous d'accord qu'il vous fallait plus de temps, j'entends aux partis politiques, plus de temps pour recueillir les parrainages. Et c'est à l'occasion de ces ateliers-là que l'accord a été fait de vous laisser pas... parce qu'il y avait une discussion entre 3 mois et 6 mois. Finalement, on a arrêté le délai de 3 mois pour vous permettre de pouvoir recueillir les parrainages. Et c'est sur cette base-là que le principe de la révision de la liste électorale de 2024 a été arrêté, devant permettre aux partis d'avoir même jusqu'à 6 mois. Quand nous avons proposé la révision de la liste électorale au mois de juillet, c'était dans le chronogramme avec l'intention de livrer la liste électorale définitive au mois de mars, au 1er mars 2025. Ce qui aurait laissé largement le temps aux partis politiques, de collecter les parrainages, sachant que la loi fait obligation
au Conseil constitutionnel de publier la liste définitive des candidats 45 jours avant la date du scrutin. Avant le scrutin. Ce qui nous amène au 10 septembre 2025, en ce qui concerne. Très bien. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez revenir sur la question du budget qui revient régulièrement? Alors, la question du budget. Vous parlez du budget... 2021-2023. Oui, des deux budgets 2021-2023. D'abord, il faut savoir que nous n'avons pas fait de... Quand vous le savez, vous entretenez le flou. Quand le budget est voté, c'est sûr, le budget n'est pas mis à disposition tout de suite à l'institution concernée. Ça, c'est très important de le dire, parce qu'on entend dire ça et là, que la commission prend l'argent et elle fait ce qu'elle veut avec. OK. Le budget, il est mis en place, et ce n'est que lorsque la commission, peut-être en l'occurrence il s'agit de la commission électorale, est prête pour faire la révision de la liste électorale, est prête, que les décaissements se font pour l'exécution de ce budget. Quand ce budget n'est pas exécuté, c'est-à-dire que la révision n'a pas eu lieu ni en 2021 ni en 2023, il est tout à fait possible, comme dans n'importe quelle administration de ce pays, de réorienter les budgets qui sont prévus. Mais ça passe par une procédure que vous connaissez bien, puisque ça passe sous le contrôle de l'Assemblée nationale, et que nous, en tant qu'établissement autonome public, autorité publique, de l'administration publique, nous sommes sous le contrôle de la Cour des comptes. Nous avons des contrôleurs qui savent exactement comment nous utilisons cet argent, ces fonds. Si nous faisons, comme toute l'administration, la Côte d'Ivoire est un pays organisé, et comme tout pays organisé, toutes les administrations publiques doivent rendre compte de l'utilisation des fonds qu'elles font. Et comme je dis, vous savez très bien que pour réorienter les budgets, les réaffecter, je veux dire, il faut une procédure bien particulière qui se fait sous contrôle de l'administration et qui laisse clairement dire que la Commission ne peut utiliser les fonds à sa guise, sans procédure. Alors, ce que je vais dire, puisque c'est un sujet qui revient, nous n'allons pas traiter ici des finances de la Commission, mais ce que je veux dire simplement, les instruments sont là de contrôle en Côte d'Ivoire. Les organes de contrôle existent. Si les partis politiques soupçonnent une mauvaise façon de faire de la part de la Commission électorale indépendante, il leur revient de saisir ces instances de contrôle et de vérifier. La Commission n'a rien à cacher, de vérifier l'utilisation des fonds. Et quand le budget, on vous a fait savoir que le budget était exécuté, vous n'êtes pas allé chercher comment ce budget a été exécuté. Mais des procédures existent. Il faut vous adresser aux administrations publiques compétentes en matière de contrôle et vous saurez si la commission électorale a... Et je termine en disant... Oui, terminez, allez-y. Parce qu'on a laissé croire aussi que pour le budget 2025, puisque le budget a été voté, alors les sommes, les 27 milliards... ont été mises à la disposition de la commission. Ce n'est pas vrai? Mais absolument pas. Puisque ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'État a des objectifs et par rapport à ces objectifs, met en place les budgets, mais les budgets ne sont décaissés que lorsque l'activité pour laquelle ils sont prévus est réalisée. Et ça, tout le monde le sait. Très bien. Donc, n'entretenez pas le flou qui fait croire aux Ivoiriens que la Commission reçoit des fonds qu'elle se partage entre les commissaires centraux. Ça, il faut vraiment qu'on ait un minimum d'honnêteté intellectuelle quand on connaît les procédures d'utilisation de fonds publics. Il faut un minimum pour ne pas jeter davantage d'opprobre inutilement sur la Commission. D'accord. Ça, je tenais à le dire. Oui, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, Fabrice. Je reviendrai à vous. Bamba Alex Suleiman, c'était signalé un peu plus avant. Après, je vous donne la parole. Bamba Alex, allez-y. Oui, à la lumière de ces éclairages de personnalités qui, qualité, ont quand même une connaissance assez approfondie de la question, d'autre part de
l'objectivité qui commande, au regard du murmure du petit peuple, tout à l'antipode des théories que nous ressassons ici, des chiffres, des faits qui sont avancés, des accusations qui ne le sont pas moins. Maintenant, je voudrais vous dire que nous avons la chance d'avoir un peuple qui a une conscience, qui refuse que sa mémoire soit amputée, et donc qui raisonne, qui sait comment, depuis Houphouët, sa première élection comme député en Côte d'Ivoire en 1946, dans des conditions, des circonstances extrêmement pénibles et difficiles, il a eu l'intelligence de pouvoir, au fil du temps et de façon progressive, amener ce peuple et une certaine élite au niveau où il est arrivé afin que ceux qu'il a formés en prennent le relais. Et qu'aujourd'hui, des jeunes dont nous fûmes, encore que nous ne sommes pas tous allemands aujourd'hui, en ont suffisamment bénéficié, ont de la mémoire pour éclairer le nombre de lanternes qui pourraient paraître assombries. Parce que la lumière n'appartient pas qu'à une seule personne, elle appartient à Dieu. Aussi, voudrais-je m'appesantir sur les difficultés que vous avez rencontrées et qui n'ont pas été résolues. Aussi bien Kwao, le professeur et le jeune homme, ont mis l'accent, y compris mon jeune frère Landé, sur le processus qui aurait dû conduire à un minimum consensuel, de sorte à évoluer, à avancer. C'est la pierre d'achoppement qui contient du prurit qui n'a pas été vidé et qui donne à penser ou à comprendre qu'il y a anguille sur roche, d'une part, et de façon micro maintenant. Les explications dans lesquelles vous entrez, les séminaires, les réunions avec les partis politiques, lorsqu'on lit les presses, je dis bien les presses, parce qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a des presses, il n'y en a pas qu'une seule. On s'interroge et on peut être dubitatif sur les arguments dont vous excipez et qui paraissent être convaincants, mais qui laissent perplexe. Il affirme, et peut-être à raison, parce qu'il défend une position politique, n'est pas une partie prenante J'ai donné le nom du représentant de la commission. Madame Yaba, on va laisser terminer. J'en arrive. Ce n'est pas intrinsèquement vous. C'est-à-dire votre argumentaire, ne semble pas le confondre, nonobstant les preuves, bon, qui peuvent être discutables ou pas. Alors, ce que je vous souhaite, et je l'ai dit à l'entame ici, l'information doit précéder l'action. Et puisque, à marche comptée, on ne peut pas, de façon, j'allais dire, sinon absolue, du moins remarquable, vous accorder le bénéfice du doute. Peut-être la bonne foi, mais le doute total, non. Et qu'il est à bon droit, parce que dans une position de combat contre les partis politiques, aussi bien celui qui est au pouvoir que tous les autres qui gravitent autour. Ils ont la même mission. Moi, ma préoccupation majeure est la préoccupation de la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Les Ivoiriens que je connais aiment leur pays. Les politiques, qui eux-mêmes sont bénéficiaires des attributs du pouvoir, le soir, ils sont ensemble, dans la journée, ils se combattent. Et puis on se retrouve quasiment sur un plateau de télévision avec des élites et des intellectuels. Nous participons à la manifestation de la vérité, de ce qui peut permettre aux citoyens lambda qui n'en auraient pas la capacité ou la qualité de la compréhension philosophique, doctrinale, structurelle, que peut-être parce que n'ayant pas eu le niveau, ou n'ayant pas le niveau, il ne l'a pas compris. Et donc il y a un exercice d'explication qui doit se faire à intervalles réguliers et non pas à pas cadencés. Absolument. Fabrice Lago, ensuite Geoffroy-Julien Kwao. Fabrice, allez-y. Monsieur Diarra-Souba, vous savez, Maître Ketty a évoqué tout à l'heure l'atelier de 2022. Justement, je savais qu'elle évoquerait, puisque j'ai eu le camarade Krizoa en Angama au téléphone en venant à cette émission. Oui, effectivement, je maintiens que le PPACI n'a jamais donné son accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. Mais allons même plus loin. Supposons que tous les partis politiques aient été d'accord. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a invité les partis politiques à un banquet pour s'entendre sur une violation du code électoral.
En fait, j'ai du mal à comprendre. Depuis que M. Ouattara est au pouvoir, nous sommes, je crois, la deuxième ou la troisième révision du code électoral. La dernière date de 2020. C'est-à-dire que 5 années durant, la CEI avait la latitude, comme le disait justement M. Kuyo, de faire modifier le code électoral, surtout qu'il est modifié par ordonnance. Donc ça ne prend même pas une semaine, il n'y a même pas de débat à l'Assemblée nationale. Il est modifié d'abord par ordonnance et puis ensuite il va à l'Assemblée nationale. Donc je constate qu'en lieu et place de faire les choses bien, la CEI, qui est un organe technique, qui devait dire, écoutez, il nous est impossible de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Donc on saisit soit l'Assemblée nationale ou on saisit l'exécutif pour dire, bon, il faut changer le code électoral actuel qui nous fait obligation de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Mais c'est ce que dit exactement, c'est ce que dit exactement ce que nous disons, les conclusions de l'atelier. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable de laisser dire des choses... Non, madame, mais vous aurez votre temps de parole. Vous pourrez répondre. Ce que je dis, madame, vos ateliers ne réunissent que vous et les partis politiques. C'est ce que je dis depuis, en fait. Mais vous êtes au service de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc ce n'est pas parce que vous vous serez entendu avec 50 ou 100 partis politiques à un atelier que cela devient recevable vis-à-vis de la loi. Acceptez qu'on vous oppose le code électoral. Et acceptez que même si tous les partis politiques de Côte d'Ivoire et toutes les associations de Côte d'Ivoire venaient à être d'accord dans ce que vous avez arrêté dans votre atelier, que vous cesserez toujours une violation de la loi. Maintenant, vous aviez la latitude de faire changer le code électoral par ordonnance, comme c'est fait depuis toutes ces années. Vous ne l'avez pas fait. Donc aujourd'hui, en 2025, acceptez qu'on dise que vous agissez en violation de la loi. Deuxième chose, permettez, sur les budgets, Mme Ketty, Maître Ketty a dit, oui, effectivement, que les budgets n'étaient pas mis à la disposition de la CEI et qu'ils pouvaient être exécutés pour d'autres choses. Je le dis encore, à la fin de l'exécution budgétaire, devant le Parlement, les ministres exposent. C'est-à-dire qu'ils font, si vous voulez, un compte-rendu de l'exécution budgétaire. Et si l'argent n'a pas été utilisé pour une révision de la liste électorale, il n'y a pas de raison que dans l'exécution budgétaire, dans le compte-rendu de l'exécution du budget, on mette RLE 14 milliards 2021. C'est ce que je le maintiens. Donc si Mme Ketty dit que oui, les fonds ont été utilisés à d'autres fins, il aurait donc... Non, vous avez dit... J'ai dit... Non, Mme Ketty, vous avez dit... Il faut rectifier quand même. Vous avez dit... Je dis, c'est pas parce que... Alors, je vous promets que je finis tout le temps de rectifier. Il nous reste vous avez dit que l'État peut dégager ses fonds et vous pouvez ne pas les utiliser forcément pour la révision de la liste électorale et que ces fonds peuvent servir à d'autres tâches dévolues à la CEI. Et donc, ce n'est pas parce que ces fonds ont été utilisés que ça veut dire qu'ils ont servi à faire la révision de la liste électorale. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, dans ce cas, dans l'exécution budgétaire, il aurait fallu marquer ce à quoi les fonds ont été utilisés et non une RLE. Donc, dès l'instant où moi j'ai regardé les exécutions budgétaires de 2021 et de 2023, et ce qui est marqué en face des montants dégagés, c'est révision de la liste électorale, ça m'inquiète. Après, je n'accuse pas Maître Ketty et la CEI d'avoir utilisé ces fonds. Je vais terminer sur le fait que, vous savez, moi je veux, nous tous ici, nous avons intérêt à avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Et nous, ça ne nous plaît pas d'être en confrontation. En temps normal, on ne doit pas faire des débats avec la CEI. La CEI est un organe technique. Il doit faire même de la communication publique. En temps normal, le fait même qu'on se retrouve à un débat, parce qu'un débat c'est quoi? C'est une confrontation d'idées. Donc le fait même qu'on se retrouve déjà à un débat avec la CEI est problématique. Vous voyez, non, pas forcément pour éclairer la lanterne de toutes celles et ceux qui se posent des questions. Ce que je dis, quand nous les partenaires, nous allons rencontrer la CEI, ça doit être pour qu'elle mette à notre disposition les informations, les éléments dont nous avons nécessaire pour nous préparer. Mais le fait qu'on soit à des confrontations d'idées, c'est pour ça que j'ai dit confrontation d'idées avec la CEI, déjà est problématique. Nous disons qu'il faut qu'on ait tous à cœur, le PPACI est disposé à mettre tout en œuvre pour qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Et nous sommes prêts à accompagner la CEI à agir dans ce qui est conforme à la loi. Et les récriminations que nous portons, ce n'est pas dans le but de mettre la CEI en porte-à-faux. Nous aurions soutenu, nous avons des députés. Jamais la CEI ne nous a approché notre groupe parlementaire pour proposer une modification du code électoral, ne serait-ce que ça. Parce que si on avait envie de modifier le code électoral, on aurait pu contacter les différents groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale pour leur proposer de modifier le code électoral. Mais Mme Ketty ne pourra pas me dire que le groupe parlementaire PPACI a été approché pour proposer une modification du code électoral. Dès l'instant où il n'est pas modifié, agir sans tenir compte de lui est une violation de la loi, même si on multiplie les ateliers. Alors on n'a plus beaucoup de temps pour... Oui, bien sûr. Je vous donne la parole tout de suite, ne vous inquiétez pas. On n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet, donc vous allez répondre. Geoffroy va réagir et puis rapidement, on va parler des perspectives concernant justement la liste provisoire en un tour de table. Allez-y, Maître Mieba. Pour ce qui concerne d'abord la modification de la loi,
j'ai dit, et je répète, qu'à ces ateliers auxquels j'ai fait référence, la recommandation a été faite de faire la révision tous les 2 ans. Mais dans le même temps, le pendant de cette recommandation, c'était de poser sur le plateau du gouvernement la proposition de modification. Parce que, comment ça se passe au niveau de la commission électorale, nous ne saisissons pas les députés directement quand nous voulons un amendement du texte. Nous proposons les modifications au gouvernement parce que dans le mode de fonctionnement de la commission électorale, c'est ce qui est prévu. Et donc, à ce titre-là, nous avons fait un projet de proposition de modification de plusieurs articles. Il ne s'agit pas seulement de celui de l'article 6, de plusieurs articles, notamment faire harmoniser certains articles du Code électoral avec ceux de la loi sur le quota des femmes aux assemblées électives. Nous avons fait donc relever un certain nombre d'insuffisances ou de difficultés à mettre en pratique le Code électoral. Et nous avons déposé tout ce projet de modification sur la table du gouvernement. Okay. Et donc l'atelier qui a été fait au cours duquel ce problème a été revu et débattu, oui, a donné en même temps à la commission électorale, au gouvernement, puisqu'ils y étaient partie prenante, de pouvoir s'arranger pour pouvoir faire ces modifications-là. Okay. Mais nous faisons des propositions au niveau de la commission électorale indépendante. Si cette modification avait été faite, nous ne serions pas aujourd'hui en train de discuter. Donc nous avions intérêt, bien évidemment, la commission électorale, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain et qui voyons les difficultés à mettre en pratique cet article qui nous impose la révision annuelle. Nous aurions été les premiers satisfaits que ça soit fait. Ce n'est pas le cas. Et c'est parce que ce n'est pas le cas, justement, que nous avons approché nos partenaires, que les partis sont, des partis politiques, pour pouvoir trouver un consensus sur la façon dont nous devons travailler. Et c'est dans cet état d'esprit que la commission électorale est, puisque le texte ne pouvant pas se mettre en pratique de la façon carrée qui est prévue, nous sommes obligés d'approcher les partis pour trouver un consensus. Et comme je dis, à ce jour, avant le mois de janvier, puisque c'est au mois de janvier que nous avons reçu la lettre du PDCI et nous avons reçu en ampliation la lettre du PPACI adressée au ministre de l'Intérieur demandant cette révision de la liste électorale 2025. Je précise que la lettre du PPACI ne précisait pas qu'il souhaitait une révision avant l'élection présidentielle. La lettre disait simplement qu'ils invitaient la commission à appliquer l'article 6, c'est-à-dire faire une révision en 2025. Oui. Tandis que la lettre du PDCI, elle, disait bien, pour telle raison, nous souhaitons la révision avant les élections de 2025. Donc, nous, avant cela, avant janvier, alors même que, je le disais tantôt, ce chronogramme de la révision 2024 a été fait de concert avec les partis politiques, nous n'avons entendu aucune objection avant les lettres officielles du mois de janvier. Et c'est là où je dis que c'est quand même regrettable. Parce que si tant est que nous devons être partenaires, comme vous le dites, et nous en sommes d'accord parfaitement puisqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Donc si tant est que c'était dérangeant pour les partis, ce chronogramme, ou alors, parce que je le dis bien, c'est un programme qui a été arrêté d'accord avec les partis politiques. Sinon, on aurait commencé la révision en juillet. Nous, si tant est que c'était dérangeant, qu'est-ce qui empêchait les partis politiques de revenir vers nous avant le démarrage des opérations d'octobre pour nous dire, voilà, finalement, nous avons réfléchi, nous souhaiterons faire différemment. On se serait assis, on aurait discuté. On se serait assis, on aurait discuté. On ne nous laisse pas finir la collecte des données. Et puis, après ça, on vient pour nous dire, alors que nous sommes en train de dérouler le chronogramme qui est arrêté d'accord parti, je le dis, on vient en plein milieu pour avoir des exigences qui rendent l'application de votre souhait difficile.
Et pourquoi c'est difficile? Je vais le dire quand même. Nous avons des contraintes de calendrier. On entend les partis nous dire, et même les citoyens, nous sommes citoyens de ce pays, au même titre que vous. On entend les gens nous dire, oui, vous deviez faire la révision. Ah, bon, soit on admet que vous ne pouvez pas le faire pendant que vous êtes en train de dérouler la révision de 2024. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire à la fin de la publication de la liste définitive? Mais quand on regarde les contraintes de calendrier, nous affichons la liste définitive en juin, le 16 juin précisément. Quand nous allons finir d'afficher la liste électorale définitive le 16 juin, nous la mettons à disposition des partis pour le recueil des parrainages. Mais le recueil des parrainages, qui le fait? C'est la commission qui fait le recueil des parrainages. Pendant 2 mois, comme le texte le dit. Et le texte nous donne jusqu'au 25 août, dernière limite, pour arrêter la réception des parrainages. Donc, jusqu'au 25 août, nous recevons les parrainages. Nous vérifions si toutes les pièces y sont et si tous les parrainages y sont, avant de transmettre tout cela au Conseil constitutionnel. Jusqu'au 25 août. Après quoi, le Conseil constitutionnel a obligation légale de publier la liste définitive des candidats 45 jours avant l'élection. Ce qui nous amène au 10 septembre. Et pendant ce temps, dans le même temps, la commission électorale doit former les 73 000 agents de bureaux de vote, parce qu'il y en a 73 000 dans les projections que nous avons faites par rapport aux derniers enrôlements qui sont faits. Nous avons 73 000 agents à recruter. Nous avons à former ces agents de bureaux de vote. Et avant cela, nous avons la cartographie à réajuster, évidemment, puisqu'elle est fonction du nombre d'électeurs. Donc, quand vous regardez le chronogramme que je viens de définir là, à quel moment la commission électorale, en même temps qu'elle procède au recueil des parrainages jusqu'au 25 septembre, jusqu'au 25 août, et qu'en même temps, elle continue ses opérations pour l'élection, l'organisation pratique de l'élection le 25 octobre, à savoir former les agents, mettre en place tout ce qui est matériel, dérouler le matériel électoral. Comment on fait? Comment on arrive à y faire? Et c'est ce qui nous a amené à dire, vraiment, ça va être difficile. Mieux, quand la demande se faisait insistante de la part des partis politiques, nous avons appelé tous nos experts techniques pour leur dire, écoutez, regardez vraiment comment on peut le faire. Voyez, essayez de remuer tous vos cerveaux, si je peux m'exprimer ainsi, pour essayer de nous montrer ce qu'on peut faire pour satisfaire les Ivoiriens. Ils ont tous dit, sans exception, si vous voulez qu'on fasse la révision de la liste électorale après le mois de juin, ça veut dire tout simplement qu'on ne pourra pas sortir une liste définitive. Avant le scrutin. Avant le scrutin. Ils l'ont tous dit. C'est quand même eux, les experts techniciens. D'accord. Ils l'ont tous dit. Et quand vous voyez le programme que je viens de vous dérouler, 25 août pour la clôture des réceptions des candidatures, 10 septembre pour la publication de la liste définitive des candidats. À quel moment on commence une collecte? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On va commencer une collecte des données. On va faire il n'y aura pas de contentieux. Ça, c'est une violation du texte. Parce que quand on va faire la collecte des données, parce que c'est vrai qu'on peut faire une collecte des données à la fin juin, par exemple. Mais c'est là encore, il faut réinitialiser nos tablettes. Non, laissez-moi terminer. Il faut réinitialiser les tablettes. Il faut préparer tout ce travail de préparation qui se fait en amont. Mais on ne fait pas donc de contentieux. On ne fait pas de traitement informatique. En définitive, le temps est très court et le nous temps ne est permet pas, court, vous, c'est pour techniquement, ça de que le nous faire. disons. Alors, pour terminer ce que je dis, oui. et je pense que nous l'avons déjà dit sur d'autres plateaux, je pense, il appartient la commission électorale et l'émanation des partis politiques. D'accord? Nous travaillons avec le code électoral,
mais aussi sur la base des accords politiques que les politiques ont. Quand la Commission vous dit, techniquement, ce n'est pas possible, parce que nous avons des contraintes textuelles au niveau du code électoral qui nous empêchent de le faire. Mais il vous revient aux partis politiques de décider, mais alors il faut le faire franchement, de ne pas appliquer les textes. Et à ce moment-là, quand vous faites votre dialogue politique par lequel vous décidez que la Commission va faire quand même la révision de la liste électorale de 2025, mais la Commission ne peut qu'obtempérer puisque c'est sur ces deux trépieds-là c'est sur ces deux piliers-là que la Commission travaille. Très bien. Donc prenez vos responsabilités aussi. Ne rejetez pas tout sur la Commission. Et pour terminer, vous parliez tout à l'heure de redevabilité de la Commission en parlant du budget. D'accord, c'est vrai, nous sommes une institution publique. Nous devons rendre compte aux Ivoiriens de l'argent qui est mis à notre disposition. Mais je vous rappelle au passage, parce que vous faisiez allusion au caractère privé des partis politiques, mais les partis politiques, vous recevez un financement public, messieurs. Donc, vous avez le même devoir de redevabilité. Mais vous sembliez dire tout à l'heure que la Commission a un devoir. Vous êtes privé. Vous êtes privé, mais vous recevez un financement public qui vous oblige aussi de la même manière que nous. Oui, bien sûr. Donc il faut quand même me dire quand vous en parlez. D'accord, très bien. Voilà. Je suis bien obligé de vous interrompre, Maître Niabaketi Yolande. Nous sommes malheureusement arrivés au terme, au-delà du temps imparti pour ce premier sujet-là. Je propose la chose suivante. L'affichage de la liste provisoire aura lieu le 17. Le 17, c'est le lundi surprochain. Le dimanche 16, on pourra en reparler, poursuivre le débat, pour parler évidemment des enjeux de cet affichage de la liste électorale, en quoi ça va consister, qui est attendu dans les bureaux de vote, parce que ce soir, malheureusement, nous sommes au terme de cette première partie. Merci infiniment à vous, Maître Niabaketi Yolande, commissaire central, porte-parole adjoint de la CEI, d'être venu faire le débat avec nous. Merci à vous, d'avoir répondu à notre invitation, messieurs.